J'ai gagné 89 millions d'euros au loto, mais je ne l'ai dit à personne. Mon fils m'a dit: Maman, quand est-ce que tu déménages enfin de chez nous? Je me suis levée de table en silence et je suis partie. Le lendemain matin, j'ai acheté la maison de leurs rêves, mais pas pour eux. Bonjour, chers auditeurs, c'est encore Clara. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'à la fin, et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Marguerite Éléonore Dubois, et j'avais 71 ans le soir, où mon fils m'a bien dit que j'avais trop prolongé mon séjour chez lui. Je veux vous raconter toute l'histoire depuis le début, car les débuts sont importants. Ils expliquent tout ce qui vient après. J'habitais dans cette maison, la maison de mon fils Daniel, depuis 2 ans. À ce moment-là, 2 ans depuis que mon mari Henri était décédé d'un AVC un mardi après-midi, assis dans son fauteuil préféré avec des mots croisés sur les genoux. Nous avions été mariés pendant 46 ans. Je ne savais plus qui j'étais sans lui. Après les funérailles, Daniel s'était tenu dans ma cuisine à Montpellier, les mains dans les poches, et avait dit: Maman, tu ne peux pas rester ici toute seule. Viens vivre avec nous. J'avais regardé les murs que j'avais peints moi-même, le jardin qu'Henri et moi avions planté ensemble, les photographies sur la cheminée, et j'avais dit oui. J'aurais dû poser plus de questions avant de dire oui. La maison de Daniel était à Marseille une grande bâtisse de 4 chambres dans une banlieue calme, avec une piscine dans le jardin et un garage pour 3 voitures. Sa femme Renée l'avait décorée dans ce qu'elle appelait un style ferme moderne. Murs blancs, lambris et des coussins qui coûtaient plus cher que mes courses du mois. C'était magnifique. Ce n'était simplement pas chez moi. On m'a donné la chambre d'amis au bout du couloir. Elle avait une fenêtre qui donnait sur la clôture du voisin. On m'a dit de ne rien réarranger. Durant ces premiers mois, je me suis dit que c'était une période d'adaptation. René était occupé par son agence immobilière. Daniel travaillait de longues heures dans son cabinet d'ingénierie. Leurs 2 enfants, Clément 13 ans et Sophie 10 ans, reconnaissaient à peine ma présence, sauf quand ils voulaient quelque chose. Je cuisinais. Je nettoyais après les dîners. J'aidais aux devoirs et j'allais les chercher à l'école quand on me le demandait. Je pliais le linge, je restais silencieuse. Ce que je ne disais pas à voix haute, c'est que je me sentais invisible. C'est venu lentement, comme le froid qui s'infiltre par le cadre d'une vieille fenêtre. On ne le remarque pas avant de déjà frissonner. Il y a eu la fois où René a reçu son club de lecture et m'a présenté à ses amis comme la mère de Daniel qui reste avec nous pour un moment, comme si j'étais une invitée qui avait oublié de partir. Il y a eu ce dimanche où Daniel et René ont emmené les enfants bruncher et n'ont tout simplement pas pensé à me le dire. J'ai découvert qu'ils étaient partis en descendant à 10 heures du matin pour trouver la cuisine vide et un mot sur le comptoir qui disait: De retour vers midi, il y a du café. Il y a eu la conversation sur le budget que j'ai surprise en octobre de cette deuxième année quand la voix de René a flotté depuis leur chambre. Elle mange notre nourriture, utilise nos charges, et elle contribue à quoi exactement? Je suis restée un long moment dans le couloir. Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte très doucement derrière moi. Je veux être honnête avec vous, je n'étais pas une sainte. Je me remettais constamment en question. Étais-je trop présente? Pas assez présente. Trop vieux jeu. Est-ce que je prenais trop de place dans une maison qui n'était pas la mienne?
Je pensais à Henri chaque soir, à notre petite maison avec la cuisine jaune, à la façon dont il laissait des tasses de thé devant la porte de ma salle de bain le matin parce qu'il savait que je détestais parler avant 9 heures. Je pensais à ce que j'avais abandonné pour être ici dans cette maison aux murs blancs où j'étais tolérée. Mais je suis restée parce qu'il était mon fils, parce que je croyais que la famille, c'était la famille. Le ticket de l'auto était un accident en quelque sorte. Je m'étais arrêtée à une station-service sur la nationale un jeudi après-midi de février en revenant de mon rendez-vous chez le médecin. La machine était juste là, près de la caisse. J'ai acheté un ticket comme je l'avais fait peut-être une douzaine de fois dans ma vie sans réelle attente. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau et l'ai oublié pendant 4 jours. J'ai découvert que j'avais gagné un lundi matin, assise seule à la table de la cuisine, avec mes lunettes de lecture et une tasse de café instantané. J'ai vérifié les numéros 2 fois, puis 3 fois. Puis je suis restée très immobile pendant un long moment regardant le jardin à travers la baie vitrée, la piscine couverte pour l'hiver. 89 millions d'euros. Je n'ai pas fait un bruit. J'ai plié le ticket et l'ai glissé dans ma Bible entre les pages des proverbes. Et je n'ai rien dit à personne. C'était en février. Le dîner a eu lieu en mars. C'était un mardi, anodin en tout point. Poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts en sachet. Clément était sur son téléphone. Sophie se plaignait d'une fille à l'école. Daniel était fatigué de sa journée et mangeait vite comme il le faisait toujours quand il était distrait. Renée parlait d'une vente qu'elle finalisait le vendredi. Je passais les petits pains quand Daniel l'a dit. Il n'a pas levé les yeux de son assiette. Sa voix n'était pas cruelle. C'est ce qui m'a le plus blessée. Elle était simplement lasse, comme quand on dit quelque chose qu'on pense depuis longtemps. Maman, dit-il, quand est-ce que tu comptes vraiment déménager? Je veux dire, c'est quoi le plan là? Le silence s'est fait à table. René a baissé les yeux sur son assiette. Clément a posé son téléphone sur ses genoux. Sophie s'est arrêtée au milieu d'une phrase. J'ai regardé mon fils. Ses cheveux grisonnaient sur les tempes comme ceux d'Henri. Il avait 44 ans et il me regardait comme on regarde un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre. J'ai posé le panier de petits pains, j'ai plié ma serviette, j'ai reculé ma chaise et je me suis levée. Excusez-moi, ai-je dit et j'ai quitté la table. Je ne suis pas allée dans ma chambre, je suis sortie. Le jardin était froid ce soir-là, la bâche de la piscine, pleine de la dernière pluie d'hiver. Je me suis assise sur une des chaises de terrasse que personne n'utilisait jamais, et j'ai levé les yeux vers le ciel qui était de l'orange foncé et du gris d'un soir marseillais. Et j'ai respiré. Je n'étais pas une femme qui pleurait facilement. Henri disait que j'avais l'architecture émotionnelle d'un phare stable, par mauvais temps, lumière visible de loin, mais pas un endroit chaleureux où se réfugier pendant une tempête. Il le disait avec affection. J'avais passé 60 ans à apprendre à me tenir droite, mais assise là dans le froid, je me suis laissée ressentir. Tout le poids des 2 dernières années s'est abattu sur moi comme une main sur ma poitrine. L'invisibilité, le reste avec nous pour un moment. La conversation sur le budget, les brunchs manquaient. Et maintenant, la voix de Daniel plate et lasse me demandant quel était mon plan, comme si j'étais une locataire en défaut de paiement. J'ai pensé à où j'irais. C'était la question pratique, et elle était effrayante.
Ma maison à Montpellier, celle d'Henri et la mienne avaient été vendues 8 mois après mon déménagement à Marseille. C'est Daniel qui l'avait suggéré. Maman, tu ne vas pas y retourner seule. La garder vide te coûte de l'argent. Et il avait raison techniquement, mais j'avais pleuré pendant 3 jours après la vente et personne ne m'avait demandé pourquoi. La vente m'avait laissé 240 000 euros d'économie plus ma retraite et la petite pension d'Henri. Assez pour vivre modestement, pas assez pour acheter une maison à Marseille sans me ruiner complètement. C'est ce que je pensais. Assise dans ce jardin froid, j'ai refait les calculs dans ma tête pour la première fois, avec une variable différente, 89 millions d'euros. Après les impôts sur un versement unique, j'avais déjà vérifié ça 2 semaines plus tôt tard dans la nuit sur mon téléphone. Je recevrais environ 52 millions. 52 millions. Le chiffre ne semblait pas réel. C'était comme un mot dans une langue étrangère. Je comprenais sa définition, mais il n'avait pas encore de poids dans mon corps, mais ça viendrait. Je suis restée assise dehors pendant plus d'1 heure. Quand je suis rentrée, la cuisine avait été nettoyée et tout le monde était parti dans sa chambre. Personne n'a frappé à ma porte cette nuit-là. Pas de «Maman, ça va». Pas d'excuses, juste le silence, ce qui était en quelque sorte pire que la question elle-même. Je suis restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin. Et dans ces heures sombres et silencieuses, j'ai eu la réflexion la plus importante de ma vie. La peur est venue en premier. C'est la vérité. J'avais peur d'être seule, à 71 ans, vraiment seule, sans famille proche. J'avais peur de faire une erreur avec de l'argent que je n'avais aucune expérience de gérer. J'avais peur de ce que signifierait agir contre mon fils, de prendre des mesures qui ne pourraient jamais être annulées. Mais ensuite, j'ai pensé à quelque chose qu'Henri disait souvent. Il avait grandi pauvre fils d'un mineur du Nord, et il avait vu ses parents se faire abuser toute leur vie parce qu'ils avaient de peur de demander ce qu'ils méritaient. Maggie, disait-il, la peur est utile pendant environ 5 minutes. Après ça, ce n'est plus qu'une excuse. J'ai pensé à ce que j'avais réellement vu au cours des 2 dernières années. Pas ce que je m'étais raconté, pas les interprétations caritables, pas les «elle est occupée», «il est stressé» et «il ne le pense pas». Les preuves réelles. René discutant de mon rapport coût-bénéfice avec mon fils. Daniel me demandant quand je partais sans une once d'excuse dans sa voix. La façon dont ils m'avaient tous les deux regardé poser ce panier de petits pains et quitter la table sans rien dire, sans rien faire. J'ai pensé à ce qu'il ferait s'il savait pour l'argent. Et cette pensée claire, froide et précise a tout cristallisé. Il ne devait pas savoir, pas encore peut-être jamais, selon ce qui se passerait ensuite. J'ai attrapé le bloc-notes que je gardais sur ma table de chevet et j'ai commencé à écrire. Pas une entrée de journal, une liste. Étape 1. Ne parler à personne dans cette maison du loto. Pas un mot. Étape 2. Réclamer le gain en privé via un conseiller financier et une avocate avant que quiconque ne le sache. Étape 3. Établir une indépendance financière totale à l'insu de Daniel. Étape 4. Trouver une maison. Ma maison, pas une chambre au bout du couloir de quelqu'un d'autre. J'ai regardé la liste pendant un moment. Elle ressemblait au plan de quelqu'un de beaucoup plus froid et calculateur que je ne le pensais. Puis j'ai pensé au petit pain au panier que je passais quand mon fils m'a demandé quand je partais. Comme si la réponse était attendue depuis longtemps, j'ai entouré l'étape 4.
J'avais passé 46 ans à construire un foyer avec Henri. J'avais passé 2 ans à me laisser faire sentir que je n'en méritais pas un. C'était terminé. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire avec 52 millions d'euros. Mais je savais ce que j'allais faire en premier. J'allais me lever, m'habiller et arrêter de prétendre que la façon dont j'étais traitée était acceptable. Le lendemain matin, j'étais réveillée à 6 heures. J'ai pris une douche, mis le blazer gris que je gardais pour les grandes occasions, et je suis descendue avant tout le monde. J'ai fait du café. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché des avocats spécialisés en droit patrimonial à Marseille, qui se spécialisaient dans la confidentialité financière. Quand René est descendu à 7h30, ses talons claquant sur le carrelage, j'avais 3 rendez-vous de pris sous mon nom de jeune fille. Dubois. Elle m'a regardée avec une expression vaguement surprise, comme si elle s'attendait à ce que je sois encore dans ma chambre. Bonjour, ai-je dit agréablement. Elle s'est versé un café et est partie au bureau sans un mot de plus. Je l'ai regardée partir et pour la première fois en 2 ans, j'ai ressenti autre chose que de l'invisibilité. Je me sentais moi-même. L'avocate s'appelait Pascale Fournier, une femme aux yeux vifs au début de la soixantaine, qui dirigeait un cabinet de niche à Aix-en-Provence. Elle m'avait été recommandée par un annuaire de planification financière et quand j'ai appelé son assistante, avait été professionnelle et discrète. C'était pour cette discrétion que je payais. J'ai dit à Daniel que j'avais un rendez-vous chez le médecin. C'était le premier mensonge que je faisais à mon fils depuis peut-être 20 ans. Je suis restée avec cette pensée un moment dans la voiture, puis j'ai décidé que je pouvais vivre avec. Le bureau de Pascal Fournier ne ressemblait en rien à ce que j'attendais. C'était calme et confortable, avec de belles œuvres d'art sur les murs et pas de télévision à écran plat hurlant dans la salle d'attente. Quand on m'a fait entrer, elle s'est levée pour m'accueillir, m'a regardé fixement et a dit: Madame Dubois, vous avez dit au téléphone que c'était sensible. Cela signifie que ça reste dans cette pièce. Dites-moi ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté. Le ticket de l'auto, le montant, ma situation de vie, le dîner, la question de mon fils. Je l'ai exposé dans l'ordre sans fioriture. La façon dont j'avais toujours fait les choses. Henri disait que je donnais des informations comme une bonne infirmière prend un pouls de manière stable et précise. Pascal a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Première chose, dit-elle. Avez-vous signé quelque chose, donné votre nom à la Française des Jeux? Non, je n'ai rien dit à personne. Elle a tiré un bloc-notes vers elle. La loi française permet aux gagnants du loto de réclamer leurs gains via une fiducie ou une société holding, ce qui maintient votre nom hors des registres publics. Nous allons créer une fiducie révocable avant que vous ne réclamiez. Votre nom n'apparaîtra sur aucun document public. Nous devons aussi parler d'un conseiller financier. J'en ai 2 en qui j'ai une confiance absolue. Et nous devons discuter de votre situation de logement actuelle et de la manière dont vous souhaitez procéder. Et elle a dit tout cela calmement, comme si aider des femmes de 71 ans à gérer secrètement des fortunes de loto était un mardi de routine. Peut-être que pour elle, c'était le cas. J'ai quitté son bureau 2 heures plus tard,
avec un dossier de documents à examiner, une recommandation pour un conseiller financier nommé Charles Martin, et le sentiment distinct d'avoir, pour la première fois depuis longtemps, fait quelque chose pour moi-même. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai agi avec prudence. J'ai rencontré Charles qui était minutieux et patient et ne m'a jamais fait sentir idiote de poser des questions de base. Nous avons discuté de structures d'investissement, d'implications fiscales, d'options de dons caritatifs. La fiducie a été établie sous le nom de Fiducie Propriété Éléonore, mon deuxième prénom, le nom de la mère d'Henri. Le gain a été réclamé discrètement, les fonds acheminés vers un compte privé que j'avais ouvert dans une banque de l'autre côté de la ville. J'étais méticuleuse pour maintenir mes routines à la maison. Même petit déjeuner, même course, même soirée calme, la même femme qu'ils avaient toujours négligée. Mais les choses changent quand on arrête d'essayer d'être invisible. C'est Renée qui l'a remarqué en premier. Elle avait un talent pour remarquer les choses qui lui étaient utiles. C'est ce qui faisait d'elle une bonne agente immobilière, et je le soupçonnais une belle fille calculatrice. Elle a dit quelque chose à Daniel un jeudi soir. Je l'ai entendu depuis le couloir. Encore une fois, pas délibérément. Les murs de cette maison n'étaient pas assez épais pour les conversations qu'ils avaient. Elle sort plus souvent. J'ai vu un dossier sur la table de la cuisine avant qu'elle ne l'emmène dans sa chambre. Ça ressemblait à des documents juridiques. Une scène, pas d'idée. Puis, elle a probablement des choses à régler. Des trucs financiers de la succession de papa, peut-être. La succession d'Henri est réglée depuis 2 ans. Une autre pause. Je lui demanderai, dit Daniel. Il me l'a demandé le lendemain matin au café, très nonchalamment comme on demande quelque chose quand on a répété la nonchalance. Maman, tout va bien. René a mentionné que tu avais eu quelques rendez-vous. Rien de médical, j'espère. J'ai regardé mon fils par-dessus le bord de ma tasse de café. Son visage était ouvert, inquiet. Et sous l'inquiétude, quelque chose de vigilant. Quelque chose que je reconnaissais, mais que je ne voulais pas encore nommer. Je vais bien, Daniel, dis-je. Juste quelques formalités administratives à régler. Tu sais ce que c'est à mon âge. La paperasse ne s'arrête jamais. Il a hoché la tête et a laissé tomber. Mais j'ai remarqué que ce soir-là, René a laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine d'une manière qui semblait accidentelle, mais ne l'était pas. J'ai aussi remarqué que le dossier que j'avais laissé dans ma chambre verrouillée avec un petit cadenas à combinaison que j'avais acheté à la pharmacie avait été déplacé d'un demi-centimètre vers la gauche. Quelqu'un avait essayé de l'ouvrir. Je me suis assise sur mon lit et j'ai regardé ce dossier pendant un long moment. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu de faire avant quelques semaines. Je suis allée à un bureau de Chronopost, j'ai fait des copies certifiées de chaque document à l'intérieur et je les ai fait envoyer par coursier au bureau de Pascal Fournier pour une conservation sécurisée. Et puis je suis allée dans un quartier que j'avais remarqué lors de l'une de mes promenades en voiture à travers la ville. Une rue calme de vieux arbres des maisons avec de vrais jardins et des porches, le genre de quartier qui me rappelait la rue de Montpellier où Henri et moi avions élevé Daniel. J'avais déjà parlé à une agente immobilière, pas une qui connaissait René. J'avais été prudente à ce sujet. Une femme nommée Julie qui travaillait dans un secteur bien en dehors du territoire professionnel de René.
Une maison en particulier était restée dans mon esprit depuis la première fois que Julie m'avait envoyé l'annonce. 4 chambres, une véranda orientée à l'est, un jardin assez grand pour un potager, une rue calme, une bonne ossature. Le genre de maison qui semblait attendre. Quand je suis rentrée ce soir-là, Daniel et René étaient assis ensemble dans le salon. Ils ont arrêté de parler quand je suis entrée. René m'a regardée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Marguerite, dit-elle. Elle m'appelait rarement par mon nom. C'était généralement la mère de Daniel, ou rien du tout. Nous pensions justement que ce serait bien d'avoir un dîner de famille un de ces jours, tous les 4, pour vraiment prendre des nouvelles. Je l'ai regardé. J'ai regardé Daniel. J'ai pensé au dossier déplacé d'un demi-centimètre vers la gauche. Ce serait charmant, ai-je dit, et je suis montée pour appeler Julie à propos de la maison. L'offre a été faite un mercredi matin. Prix demandé paiement comptant par la fiducie propre et rapide, comme Pascal l'avait conseillé. Julie m'a appelé de sa voiture alors que je revenais de la pharmacie du quartier. Marguerite, ils ont accepté. Le compromis de vente est signé. Sa voix avait la chaleur particulière d'une professionnelle qui aimait sincèrement sa cliente. Nature définitive dans 30 jours. Félicitations. Je suis restée sur le trottoir sous le soleil de février et j'ai laissé les mots s'installer. À moi. Je n'avais pas ressenti ce mot s'appliquer à un lieu depuis Montpellier. La signature était prévue pour la 2e semaine de mars. Je n'ai rien dit à la maison. J'ai continué à être la femme silencieuse au bout du couloir. Je préparais les dîners du mardi, conduisais Sophie à son cours de violon et souriais aux connaissances du club de lecture de René si je les croisais dans l'allée. Mais l'information a fait son chemin. Les transactions immobilières en France sont des registres publics. René le savait, c'était son métier. J'apprendrai plus tard qu'elle avait mis en place une alerte sur un service de données immobilières pour mon nom. Et quand cela n'a rien donné, elle avait apparemment cherché des variations. Elle l'a trouvé grâce au nom de la fiducie après qu'une voisine, une femme nommée Carole, qui connaissait à la fois René et mon agente Julie d'un groupe de réseautage, a mentionné qu'elle avait entendu dire que Julie finalisait une vente au comptant sur l'avenue de la Victoire. René était rapide pour relier les points. Elle est venue dans ma chambre un samedi matin. Elle n'a pas frappé d'abord. J'étais à mon petit bureau quand la porte s'est ouverte. Et je dirais ceci pour Renée. Elle n'a pas pris la peine de s'échauffer. Elle a fermé la porte derrière elle, s'est tenue au milieu de ma chambre et a dit: Tu as acheté une maison. Je me suis retournée de mon bureau. Je portais mes lunettes de lecture et le gilet que Daniel m'avait offert pour Noël 3 ans plus tôt. J'ai regardé ma belle-fille qui avait 41 ans et était très belle et très habituée à obtenir ce qu'elle voulait des gens. Je cherchais un endroit, ai-je dit. Oui, une maison de 4 chambres sur l'avenue de la Victoire Transaction au comptant via une fiducie appelée Fiducie Propriété Éléonore. Elle a croisé les bras. D'où vient l'argent, Marguerite? J'ai des économies, dis-je. Daniel et moi avons discuté de tes finances après la clôture de la succession d'Henri. Tu avais assez pour vivre, pas assez pour acheter une maison sur ce marché. J'ai noté c'est dit qu'elle a dit: Daniel et moi avons discuté de tes finances. Aussi simplement que si elle parlait du temps comme si mes finances étaient une question d'administration domestique. Les choses changent, ai-je dit.
Ses yeux se sont plissés. Elle faisait le calcul. Je l'ai regardée faire. As-tu hérité de quelque chose? Dit-elle. Un conte que nous ne connaissions pas. J'ai enlevé mes lunettes de lecture et les ai posées sur le bureau. Je n'ai, dis-je. Y a-t-il une raison pour laquelle tu te sens en droit d'exiger des comptes sur mes finances personnelles? La température dans la pièce a chuté. Elle est restée silencieuse exactement le temps qu'il fallait. Le silence de quelqu'un qui recalibre. Nous t'avons soutenue pendant 2 ans, Marguerite. Nous t'avons accueillie quand tu n'avais nulle part où aller. Je pense que nous méritons un peu de transparence. T'avons accueilli. J'avais préparé leur dîner et conduit leurs enfants, et me suis faite toute petite dans leur maison pendant 2 ans. Et dans son esprit, le registre disait: Nous l'avons accueilli. Vous avez été très généreux, dis-je. Ma voix était stable. Et je vous en suis reconnaissante. Je serai partie de votre maison d'ici un mois. Je me suis retournée vers mon bureau. Elle n'est pas partie. Si tu as touché une somme d'argent importante, dit-elle, et maintenant sa voix avait un ton plus dur. Daniel est ton fils. Il est ton héritier. Il a le droit de savoir. Il y a des considérations successorales des implications fiscales. J'ai une avocate et un conseiller financier, dis-je sans me retourner, tous deux très compétents. Marguerite. Sa voix s'est aiguisée. Si tu caches des actifs et qu'il t'arrive quelque chose, cela créera d'énormes complications juridiques pour cette famille et pour Daniel. Tu devrais y penser. Et j'ai posé mon stylo. J'ai pensé à tout très attentivement, dis-je. Merci. Elle est partie. La porte s'est refermée plus fort qu'elle ne l'avait ouverte. Je suis restée assise à mon bureau et mes mains tremblaient. Pas de peur exactement, mais de l'effort de rester immobile, alors que chaque partie de moi voulait se lever et dire toutes les choses que je n'avais pas dites depuis 2 ans. Daniel est venu dans ma chambre ce soir-là. Il s'est assis sur le bord du lit, le lit d'invité, le lit étroit dans la chambre, avec la fenêtre qui donnait sur la clôture, et il a regardé ses mains. René est contrarié, dit-il. J'ai remarqué. Y a-t-il quelque chose qui se passe financièrement que nous devrions savoir? Je veux dire, il a fait une pause. Je sais que j'ai dit des choses au dîner qui étaient... j'aurais pu le dire mieux. Je suis désolée pour ça, mais là, ça... René dit que tu as été évasive et ça nous inquiète. Inquiet. C'était le mot qu'il a choisi. J'ai regardé mon fils. J'ai pensé au garçon de 14 ans qui avait pleuré pendant 1 heure quand notre chien Chester était mort. J'ai pensé au jeune homme qui avait appelé de sa résidence universitaire pour me dire qu'il avait eu un A à sa thèse d'ingénieur. J'ai pensé à l'homme de 44 ans qui m'avait demandé, quand je partais, sans jamais lever les yeux de son assiette. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, dis-je doucement. Je vais très bien m'en sortir. Tchitcha l'a attendu. Comme je n'ai rien dit de plus, il a hoché lentement la tête et est parti. 3 jours plus tard, je suis allée seule sur l'avenue de la Victoire et je suis restée assise devant la maison dans ma voiture pendant 20 minutes. Le jardin avait de vieux chênes,
Le porche avait une balançoire. J'ai pensé qu'Henri aurait adoré ça. Je suis rentrée à la maison et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait en 2 ans. Le changement d'atmosphère dans cette maison était perceptible le lundi matin après la visite de Daniel dans ma chambre. René a préparé le petit déjeuner. Cela ne s'était pas produit depuis ma première semaine là-bas, il y a 2 ans, lorsque l'accueil était encore joué pour un public. Elle a fait du pain perdu et du café frais et a mis une place à table pour moi sans qu'on le lui demande. Elle portait un chemisier en soie crème et ses belles boucles d'oreilles, et elle m'a souri avec toute la chaleur d'une femme qui avait décidé de changer d'approche. Bonjour Marguerite, dit-elle. Assieds-toi, c'est presque prêt. Je me suis assise. Clément a levé les yeux de son téléphone avec une expression vaguement confuse, comme s'il sentait que la pression atmosphérique avait changé. Sophie fredonnait quelque chose à voix basse. Le petit déjeuner était délicieux. Je l'ai complimenté sincèrement parce que c'était sincère. La bonne nourriture est la bonne nourriture. La semaine suivante, j'ai été invitée à accompagner René pour faire des courses nonchalamment, comme si cela avait toujours été la coutume. Daniel a commencé à rentrer plus régulièrement pour le dîner et il orientait la conversation vers moi, me demandant mon avis sur les choses, ce que je me souvenais des endroits où il avait voyagé, ce qu'Henri avait pensé de ceci ou de cela. Sophie m'a montré ses devoirs de violon. Clément, garçon extraordinaire, 13 ans, et profondément peu communicatif, m'a apporté un sac de bonbons. À la réglisse que j'avais mentionnée une fois il y a 6 mois que j'adorais enfant. C'était une campagne bien menée. Je l'ai reconnu parce que j'avais passé 46 ans à regarder Henri négocier des contrats. Il était ingénieur en structure, et les bons, disait-il, toujours savaient que le moment le plus dangereux était celui où l'autre partie arrêtait de pousser et commençait à sourire. Il voulait savoir pour l'argent. Il voulait se repositionner avant que je parte. Et s'il pouvait me faire sentir assez coupable, assez reconnaissante ou assez aimée, peut-être que je reconsidérerais la maison, l'avocate, tout ça. Je n'étais pas froide avec eux. Je veux être claire à ce sujet. J'étais présente et agréable, et j'ai reçu leur attention avec grâce. J'ai remercié René pour le petit déjeuner. J'ai parlé avec Daniel de son père. J'ai mangé la réglisse de Clément, mais je ne leur ai rien dit. La signature pour l'avenue de la Victoire était prévue pour le jeudi de la semaine suivante. Les déménageurs, une petite entreprise discrète, recommandée par le bureau de Pascal, étaient réservés pour le samedi suivant. J'étais à 3 semaines d'avoir une porte d'entrée avec ma propre clé dans la serrure. C'est durant cette semaine que j'ai appelé Delphine. Delphine Moreau et moi étions amies depuis 1987, quand nos filles, ma Caroline et sa Beth, étaient dans la même classe de C1 à Montpellier. Nous avions élevé nos enfants ensemble, enterré nos maris à 2 ans d'intervalle, et étions restés en contact par des appels téléphoniques qui pouvaient durer 4 minutes ou 4 heures, selon le besoin. Delphine vivait toujours à Montpellier, dans la même maison qu'elle avait partagée avec Richard, et elle était aussi vive d'esprit que jamais. Je suis allée dans un café de l'autre côté de Marseille pour passer l'appel. Je sais que ça semble dramatique, mais les murs de la maison de Daniel n'étaient pas épais. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Maggie, je pensais justement à toi. Je lui ai tout raconté. Ça a pris 40 minutes. Elle a posé une question de clarification et n'a fait aucun autre bruit, sauf occasionnellement le genre d'expiration profonde qui signifie qu'une personne traite quelque chose de très important. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Tu le fais vraiment, dit-elle. Oui,
Bien. Sa voix était ferme et chaleureuse à la fois. Je vais dire quelque chose et je veux que tu l'entendes. Ce que tu fais n'est pas froid. Ce que tu fais est correct. Tu as donné 2 ans à cette famille. Tu leur as donné ton temps, ta cuisine, ta présence et ta dignité, et ils t'ont traité comme un fardeau. Le fait que tu n'aies pas fait exploser la table du dîner est plus de grâce que la plupart des gens n'en auraient eu. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine que je ne savais pas retenu. J'ai un peu peur, ai-je admis. Bien sûr que tu as peur, dit-elle simplement. La peur signifie que c'est important. Mais Maggie, tu as eu peur avant et tu as continué. Ce n'est pas nouveau. Nous avons parlé pendant une autre demi-heure. Elle a proposé de venir à Marseille pour le week-end du déménagement, et j'ai dit oui avant qu'elle ait fini sa phrase. Nous avons fait un plan. Elle arriverait en voiture le vendredi. Nous ferions la dernière visite de la maison ensemble, et elle serait là quand je porterais mes cartons par la porte d'entrée d'une maison qui était la mienne. Quand j'ai raccroché et que je suis restée assise dans le café quelques minutes avant de rentrer, j'ai remarqué que le tremblement dans mes mains, celui qui avait commencé le matin où René était entré dans ma chambre, avait disparu. J'avais porté le poids de tout cela seul pendant des semaines. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était plus léger d'avoir une autre personne à mes côtés. Je suis retournée à la maison de Daniel. J'ai préparé le dîner. J'ai passé les petits pains. J'ai dit très peu de choses, mais quand je suis allée me coucher cette nuit-là, j'ai dormi profondément sans rêver. Ils sont venus ensemble le mercredi soir, 4 jours avant le déménagement. J'avais été dans ma chambre après le dîner, emballant les petites photos encadrées que je gardais sur le rebord de la fenêtre. Henri et moi à Giverny. La remise de diplôme de Caroline. Une photo de Daniel à 9 ans, avec 2 dents de devant, en moins, tenant un poisson qu'il avait attrapé au lac en Savoie. J'ai entendu leurs 2 paires de pas dans le couloir avant qu'ils ne frappent. Daniel a ouvert la porte. René se tenait légèrement derrière lui, ce qui n'était pas sa position habituelle. Elle avait tendance à entrer dans les pièces en premier. Ses bras étaient le long de son corps. Elle avait l'air d'avoir répété. On peut entrer? Demanda Daniel. Bien sûr, dis-je. J'ai posé la photo du poisson. Ils sont entrés et se sont assis sur le bord du lit côte à côte. J'ai pris la chaise de bureau, me suis tournée pour leur faire face. Mes mains étaient jointes sur mes genoux. Le carton d'emballage était à moitié plein derrière moi. Renée a parlé la première. Marguerite, nous voulons commencer par dire que nous sommes désolés tous les deux. Cette dernière année, et surtout le dîner, c'était mal. Daniel n'aurait jamais dû dire ça. Elle a regardé mon fils. Je n'aurais pas dû, dit-il. Il a croisé mon regard, et je pouvais voir qu'il le pensait du moins en partie. Maman, je ne veux pas que tu partes comme ça. Je ne veux pas que les choses soient comme ça entre nous. On réfléchit, a poursuivi René, et là sa voix a changé presque imperceptiblement, passant de chaleureuse à prudente. Peut-être que tout s'est passé si vite. Tu as trouvé une maison, tu fais tes cartons, mais ça ne doit pas être comme ça. Si tu as besoin de plus d'espace ici, nous pouvons convertir le bureau. Ou elle a fait une pause pour l'effet. Si tu veux ton propre logement, nous pourrions t'aider à chercher ensemble en famille. Nous avons des contacts sur le marché. Nous connaissons les quartiers. Nous pourrions nous assurer que tu finisses dans un endroit sûr et proche. Sûr et pire et proche. Elle voulait connaître le quartier.
Elle voulait faire partie de la transaction. Nous pensons juste, dit Daniel plus doucement, que traverser tout ça seul, avec des avocats que nous n'avons jamais rencontrés, des conseillers financiers. Maman sait beaucoup à gérer toute seule. Nous voulons aider. Nous sommes ta famille. C'est à ça que sert la famille. J'ai regardé mon fils, puis René. J'ai pensé au dossier déplacé d'un demi-centimètre vers la gauche. J'ai pensé à «t'avons accueilli». J'ai pensé à la voix de René à travers le mur de la chambre. Elle mange notre nourriture, utilise nos charges, et elle contribue à quoi exactement? J'ai pensé au fait qu'ils s'étaient assis dans cette pièce sur ce lit d'invités et avaient présenté leur désir de contrôler mes finances comme un désir de me garder en sécurité. J'apprécie ce que vous dites, dis-je, tous les deux. L'expression de Renée est devenue plus sérieuse. Elle s'est légèrement penchée en avant. Marguerite, si tu as touché de l'argent, et je pense que c'est le cas, je pense que quelque chose d'important s'est passé. S'il te plaît, ne prends pas de décision dans le vide. Daniel est ton fils unique. Pense à ce qu'Henri aurait voulu. Pense à ce que cela fait à ta relation avec tes petits-enfants. Clément et Sophie t'aiment. Voilà. Les enfants. Ils m'aiment en effet, dis-je. Et je les aime. Ça ne va pas changer. Alors pourquoi fais-tu ça toute seule? Sa voix avait une pointe d'agacement maintenant soigneusement enveloppée d'inquiétude. Qu'est-ce que quelqu'un t'a dit qui t'a fait sentir que tu devais nous cacher des choses? Je l'ai regardé pendant un long moment. Personne ne m'a rien dit, dis-je. J'ai regardé, j'ai écouté et j'ai tiré mes propres conclusions. Je fais ça depuis 71 ans. Je suis assez douée pour ça. La chaleur sur le visage de René a changé. C'était un petit changement, mais j'observais son visage depuis 2 ans. Tu fais une erreur, dit-elle. Sa voix était plate maintenant. Le spectacle était terminé. Marguerite. Daniel. Quoi que tu aies, quoi que ce soit, si tu ne fais pas attention, quelqu'un profitera de toi. Les gens le découvriront. Tu seras une cible. Nous sommes vers les personnes qui devraient te protéger. T- T- Oui, j'ai déjoint mes mains. Je me suis levée de la chaise de bureau. Je n'étais pas une grande femme, mais j'avais une bonne posture. Henri disait que j'avais la colonne vertébrale de quelqu'un à qui on avait dit toute sa vie de se tenir droite et qui l'avait cru. J'ai une avocate très compétente, dis-je. J'ai un conseiller financier en qui j'ai confiance. J'ai une meilleure amie de 40 ans qui vient m'aider à déménager. J'ai une maison dans une rue avec des chênes et une balançoire sur le porche, et la signature est dans 48 heures. Nsaï-Gishemdi. Je les ai regardés tous les deux. Je ne suis pas une femme qui a besoin d'être protégée. Je suis une femme qui avait besoin d'être traitée avec dignité. Il y a une différence. René s'est levé. Sa mâchoire était serrée. Tu le regretteras. Peut-être, dis-je. Je peux vivre avec ça. Daniel m'a regardé pendant un long moment. Quelque chose bougeait derrière ses yeux que je ne pouvais pas entièrement lire. Pas tout à fait de la colère. Peut-être le début de la compréhension. Ou peut-être le cousin plus silencieux de la colère.
Et puis il a suivi sa femme hors de la pièce. La porte s'est refermée. Je me suis rassise. Mon cœur battait vite. J'ai baissé les yeux sur la photo, encore dans ma main, celle de Daniel, à 9 ans, avec le poisson. Son sourire était énorme, le genre que les enfants ont avant d'apprendre à gérer leur visage. Je l'aimais tellement à 9 ans. Je l'aimais toujours, ce qui est peut-être la partie la plus difficile de tout cela à expliquer. Mais l'amour, avais-je appris, n'exigeait pas que l'on se fasse petit. J'ai mis la photo dans le carton d'emballage, face visible, entourée de papier de soie. Puis je suis descendue, me suis fait une tasse de thé, et je suis restée assise avec à la table de la cuisine dans le noir pendant un moment. La peur était là. Je ne prétendrai pas le contraire. Mais en dessous, silencieux et pur comme un courant, il y avait tout autre chose. J'étais toujours debout. J'étais toujours moi-même. Et dans 48 heures, j'aurais une clé dans la main. La maison de l'avenue de la Victoire sentait le vieux bois et quelque chose de légèrement floral. Les anciens propriétaires, m'a dit, Julie gardait de la lavande dans les pièces. Delphine est arrivée le vendredi soir et a parcouru chaque pièce les mains jointes dans le dos. La façon dont elle se déplaçait toujours dans les espaces qu'elle évaluait. Elle est à toi, a-t-elle dit à la fin de la visite. Je le sens. Elle le sait déjà. Je ne sais pas si je crois que les maisons savent des choses, mais je l'ai cru. Nous avons emménagé le samedi. Les déménageurs étaient efficaces et silencieux. L'après-midi, mes cartons étaient empilés dans les pièces où ils appartenaient, et Delphine et moi étions assises sur la balançoire du porche avec du thé glacé pendant que la lumière de Mars devenait dorée sur les chênes. Pour la première fois en 2 ans, j'ai expiré complètement. J'avais envoyé un texto à Daniel le matin du déménagement. J'ai déménagé aujourd'hui. La chambre est vide et propre. Merci pour le temps que j'y ai passé. Je te recontacterai bientôt pour qu'on se voie. Vive civil vivre. Il n'a pas répondu pendant 6 heures. Quand il l'a fait, c'était 3 mots. Est-ce que ça va? J'ai répondu. Oui, très bien. Quitte était samedi. La réunion a eu lieu le dimanche suivant. Daniel m'a appelé le jeudi pour m'inviter à un déjeuner de famille chez lui. Ses beaux-parents seraient là la sœur de René Sylvie et les enfants. Il l'a présenté comme un rameau d'olivier, une normalisation des choses. Je m'attendais à quelque chose comme ça. J'ai dit oui. J'ai appelé Pascal Fournier le vendredi matin. Je lui ai dit dans quoi je m'engageais. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « Voulez-vous que je prépare quelque chose ?» J'ai dit « Oui », et nous avons parlé pendant 1 heure. J'ai aussi appelé Charles Martin qui m'a envoyé un document de synthèse que j'ai imprimé et placé dans mon bon dossier en cuir. Quand je suis arrivée chez Daniel le dimanche à midi, la table était mise pour 9 et la maison sentait quelque chose qui mijotait. Les parents de René étaient là. Gérard et Lydie Poli à la fin de la soixantaine, qui avaient toujours été gentils avec moi. Sylvie, la sœur cadette de René, était assise à côté de son mari. Les enfants allaient et venaient entre les pièces. Cela avait l'air chaleureux. C'était construit pour avoir l'air chaleureux. J'ai salué tout le monde accepter un verre d'eau et me suis assise sur la chaise qu'ils avaient placée délibérément, ai-je noté dans le coin légèrement à l'écart de l'axe principal de la table. La place de l'observatrice. Le déjeuner a été servi. La conversation a porté sur le temps les activités des enfants, un voyage que Gérard et Lydie prévoyaient. René a laissé faire pendant environ 40 minutes avant de bouger.
Je voulais dire quelque chose. A-t-elle commencé, s'adressant à la table en général, sa voix prenant le registre d'une femme, faisant une annonce réfléchie et à contre-cœur. Je veux le dire parce que je pense que la famille devrait pouvoir parler des choses difficiles. Elle m'a regardée. Nous sommes inquiets pour Marguerite. Gérard et Lydie m'ont regardé avec inquiétude. Sylvie a arrangé son visage en une expression de sympathie. Dis. Marguerite a récemment pris des décisions financières importantes, de grandes décisions, sans consulter aucun d'entre nous, sans consulter Daniel, qui est son fils et sa famille la plus proche. Nous avons essayé doucement et en privé de comprendre ce qui s'est passé, et elle n'a pas été franche. Renée a fait une pause. Nous pensons qu'elle a peut-être touché une somme d'argent et qu'elle est guidée par des gens qu'elle ne connaît que depuis peu d'une manière qui pourrait être très préjudiciable. Nous pensons qu'en tant que famille, nous devons aborder cela ensemble. Nyamdi. La table était silencieuse. J'ai regardé René. J'ai regardé Daniel qui regardait la table. Puis j'ai baissé la main et ouvert mon dossier en cuir. J'apprécie votre inquiétude, dis-je. Ma voix était posée comme une pièce est posée quand tous les meubles sont à la bonne place. Puisque nous en parlons ouvertement, permettez-moi d'être ouverte. J'ai regardé autour de la table Gérard et Lydie Sylvie, les enfants qui écoutaient à moitié depuis l'autre pièce. En février de cette année, j'ai gagné au Loto national. Le gain après impôt était d'environ 52 millions d'euros. J'ai laissé cette phrase exister un moment. Je n'ai rien dit à personne dans cette maison parce que je voulais comprendre clairement ma situation avant de prendre des décisions. J'ai engagé une avocate spécialisée en droit patrimonial et un conseiller financier certifié. J'ai acheté une maison. J'ai fait tout cela légalement de manière réfléchie et avec des conseils appropriés. La table était complètement silencieuse. L'expression de René était devenue très figée. Ce que je peux aussi vous dire, ai-je continué, et maintenant je me suis tournée pour lui faire face directement. C'est que 2 semaines avant de réclamer le gain, j'ai entendu une conversation à travers les murs de la chambre d'amis dans laquelle on m'a dit que j'étais un fardeau financier. Je peux vous dire que mes documents personnels ont été manipulés dans ma chambre. Je peux vous dire que chaque expression de chaleur et d'inquiétude dans cette maison au cours des dernières semaines a coïncidé précisément avec le moment où il est devenu évident que j'avais engagé une avocate et que je me préparais à partir. Fermez le dossier. Je n'ai pris aucune décision financière qui nuise à quiconque à cette table. Ma succession est correctement gérée. Mon fils est pourvu dans mon testament selon mes souhaits, et pour la première fois en 2 ans, je vis dans ma propre maison. Gérard s'est raclé la gorge. La main de Lydie était sur sa bouche. René a dit: Tu es injuste. Je suis précise, dis-je. Il y a une différence. Son visage avait la couleur de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qu'il évitait. Maman, commença-t-il. Je t'aime, dis-je, ce qui était vrai, et ce qui, je crois, l'a surpris. Je continuerai de t'aimer, mais je ne vais plus gérer ma vie autour de l'anxiété de personnes qui me voyaient comme un problème à résoudre. Je l'ai regardé fixement. Quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation, pas une conversation gérée, je suis sur l'avenue de la victoire.
Je me suis levée, j'ai rassemblé mon dossier, j'ai dit un au revoir chaleureux à Gérard et Lydie et aux enfants, et je suis partie. Dehors dans ma voiture, je suis restée assise un moment les mains sur le volant. Puis j'ai démarré le moteur et je suis rentrée chez moi, dans ma maison, où les chênes commençaient à bourgeonner. La semaine suivante fut calme, comme le sont les choses après le passage d'une tempête. L'air avait changé. La lumière était différente, le paysage réarrangé. Pascal Fournier m'a appelé le lundi matin, comme convenu. Comment ça s'est passé? Comme prévu, dis-je. Des menaces, une mention d'action en justice. René a mentionné que mes décisions auraient des conséquences pour la famille. Pas de langage juridique spécifique. Il n'aurait que très peu de choses sur lesquelles travailler, dit Pascal. Vous êtes, vous êtes saine d'esprit, financièrement indépendante, représentée par un conseil, et vous n'avez pris aucune décision qui désavantage qui que ce soit de manière attaquable. La seule voie qu'ils pourraient tenter est une mise sous tutelle, et ils auraient besoin de preuves médicales significatives pour poursuivre ce qu'ils n'ont pas. Shamdi Bamdo, Shamdi Shabi Shamdi. Je lui ai demandé de s'assurer absolument que les structures de protection des actifs étaient aussi solides qu'elle l'avait décrit. Elle m'a tout expliqué, à nouveau la fiducie, la société holding le pare-feu entre les actifs personnels et successoraux. Tout était correctement documenté et déposé. Il n'y avait rien à contester. Vous devez aussi savoir, dit-elle, que si vous voulez vous assurer que Daniel reçoive moins que ce qu'il pourrait autrement attendre, ou rien du tout, c'est entièrement votre droit en tant que constituante de la fiducie. La loi n'exige pas que vous laissiez des actifs à des enfants majeurs en France. J'y ai pensé un moment. Je ne cherche pas à le punir, dis-je. Je cherche à être juste. Te signifie pour vous. Ce que juste signifiait pour moi a pris une heure entière à articuler. Je laisserai à Daniel 20% de la succession, assez pour être significatif, pas assez pour être une manne extorquée par un mauvais comportement. Caroline, ma fille, qui vit à l'étranger, qui avait appelé chaque semaine pendant 2 ans, envoyé des fleurs pour mon anniversaire et demandé comment j'allais vraiment plutôt que ce que je prévoyais financièrement recevrait 40%. Les 40% restants iraient à une fondation caritative. Henri avait toujours cru au financement de l'éducation et j'avais l'intention d'honorer cela. Renée n'était pas mentionnée dans le document. Elle n'avait aucune revendication légale de toute façon. Pascal l'a rédigé. Je l'ai signé un mercredi dans son bureau d'Aix-en-Provence, dans une salle de conférence, avec de belles œuvres d'art sur les murs, avec 2 témoins et un notaire. C'était un soulagement. Pas un soulagement froid, un vrai. Le genre qui vient d'avoir fait quelque chose de bien. Daniel m'a appelé 2 fois cette semaine-là. J'ai laissé le premier appel aller sur la messagerie vocale. Son message était prudent et quelque peu formel. Maman, j'aimerais parler. Je sais que dimanche était... Je sais que je n'ai pas bien géré les choses. J'aimerais faire mieux. S'il te plaît, appelle-moi quand tu seras prête. J'ai écouté le message 3 fois, puis je l'ai rappelé. Je ne l'ai pas invité sur l'avenue de la Victoire. Pas encore. Nous avons parlé 45 minutes au téléphone. C'est lui qui a le plus parlé. Il s'est excusé sincèrement, je crois, de la manière qui est spécifique plutôt que générale.
Il a dit que le dîner avait été inexcusable. Il a dit qu'il avait laissé René prendre les devants lors du déjeuner du dimanche et qu'il le regrettait. Il a dit qu'il était depuis longtemps mal à l'aise avec la situation à la maison et qu'il avait géré ce malaise en détournant le regard. J'ai écouté sans interrompre. À la fin, j'ai dit: Daniel, je ne ferme pas la porte, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus la femme qui s'assoit tranquillement au bout du couloir. Je ne suis pas la personne qui peut être gérée ou manipulée. Si tu veux une relation avec moi, elle doit être entre égaux. Une longue pause. D'accord, dit-il doucement, comme quelque chose qu'on pose. Nous avons prévu de nous retrouver pour un café la semaine suivante, juste nous deux. René n'a pas appelé. Sylvie, la sœur de René, m'a envoyé un texto 2 jours après le déjeuner qui disait simplement: Je veux que tu saches que j'ai trouvé que c'était mal de la part de René. Je suis désolée que tu aies eu à gérer ça. Miotier. Nous sommes restés en contact occasionnel depuis. Par Julie, j'ai appris que René avait appelé pour se renseigner sur la transaction de l'avenue de la Victoire, qui était mon agent à quoi ressemblait le financement s'il y avait quelque chose d'inhabituel dans le dossier. Julie m'a parlé de l'appel avec un professionnalisme prudent et a dit qu'elle n'avait fourni aucune information. Je connais les règles de déontologie, a dit Julie, et je sais quand quelqu'un pêche aux informations. Quoique Renée ait espéré trouver, elle n'a rien trouvé. La vente s'est conclue proprement. La fiducie a tenu. Le testament a été déposé. C'était fait. J'ai planté les premières graines dans le jardin arrière un samedi matin de fin mars. Des tomates de la lavande et les œillets d'Inde jaunes qu'Henri avait toujours aimés. La terre du jardin était bonne profonde et sombre, et les chênes étaient entièrement feuillus à ce moment-là, projetant de longues ombres sur l'herbe en fin d'après-midi. Delphine est venue pour un week-end en avril, et nous nous sommes assises sur la balançoire du porche les 2 soirs. Elle a apporté une poêle en fonte de sa cuisine, comme cadeau de pendaison de crémaillère, et a cuisiné le meilleur pain de maïs que j'ai mangé depuis que la mère d'Henri était en vie. Tu l'as fait, a-t-elle dit le deuxième soir. Je l'ai fait, ai-je convenu. Le porche était calme à l'exception des bruits du quartier. Une tondeuse quelque part, des enfants des oiseaux dans les chênes. La lumière était de l'ambre spécifique, d'une fin d'après-midi du sud de la France, le genre qui donne l'impression que tout a été peint par quelqu'un qui comprenait que les choses ordinaires méritent d'être préservées. Je n'avais pas été aussi calme en moi-même depuis très longtemps. Le printemps a fait place à l'été sur l'avenue de la Victoire, et j'ai appris les rythmes d'une maison qui était la mienne. La véranda, orientée à l'est, était extraordinaire le matin. J'y ai déplacé une petite table et une chaise dès la première semaine, et j'ai pris l'habitude de prendre mon petit déjeuner à la première lumière avec un livre. C'est devenu mon heure préférée de la journée. Henri, pensais-je, aurait été insupportable sur le fait qu'il avait toujours eu raison de plaider pour une pièce orientée à l'est. Je le lui ai dit à voix haute plusieurs fois. La maison ne semblait pas s'en soucier. J'ai acheté une vraie table de cuisine, une grande en chêne provenant d'une vente de succession. Le genre avec assez de surface pour étaler de la pâte à tarte, organiser un dîner et faire un puzzle la même semaine. J'ai mis le fauteuil d'Henri, conservé en garde-meuble depuis la vente de la maison de Montpellier, parce que je ne pouvais pas m'en séparer dans le coin du salon près de la fenêtre ouest, et il semblait avoir toujours été là.
J'ai commencé un jardin qui était de l'avis de mon voisin Frank ambitieux. Frank avait 68 ans, un instituteur à la retraite veuf et un cultivateur vraiment doué. Il est venu le premier samedi avec des plans et nous avons passé la matinée à parler de terre et d'irrigation au goutte à goutte. Nous avons depuis pris l'habitude des samedis matins et de dîners occasionnels. Il est de bonne compagnie de la manière calme qui me convient. En juin, Caroline est venue de l'étranger. Elle a parcouru la maison avec l'expression que je lui connaissais quand elle était petite et qu'on lui avait donné quelque chose qu'elle espérait sans le demander. Elle s'est assise dans la véranda le premier matin et a dit: Maman, cette maison, c'est toi. C'était la meilleure critique que j'ai jamais reçue. Elle m'a interrogé prudemment sur l'argent. Pas sur le montant, pas sur ce que cela signifiait pour elle, mais si j'allais bien, si les gens que j'avais engagés étaient des gens en qui j'avais confiance. Oui, lui ai-je dit, complètement. Elle a expiré. Alors c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. J'avais bien élevé cette fille. Quant à Daniel, je raconterai cette partie aussi honnêtement que le reste. Nous nous sommes vus pour un café fin mars, puis à nouveau en avril. Les conversations étaient prudentes. Nous apprenions tous les deux à nous parler sans l'ancienne architecture de ressentiment et d'évitement. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais nous essayons tous les deux ce qui est le début de quelque chose. Ce que j'ai appris au cours des mois suivants, c'est ceci. René avait consulté 2 avocats pour contester mes décisions financières. Tous deux lui avaient dit qu'il n'y avait rien à contester. L'effort avait été coûteux et n'avait rien produit. Daniel et René se sont séparés en septembre, environ 6 mois après mon déménagement sur l'avenue de la Victoire. Je n'en ai pas ressenti de satisfaction. Quoi que Renée ait fait, elle était la mère de mes petits-enfants, et une famille qui se brise n'est pas quelque chose que j'ai jamais souhaité. Mais je ne pouvais pas prétendre que c'était quelque chose que j'avais causé. Les choix des gens ont un poids, ils s'accumulent. Clément et Sophie sont venus sur l'avenue de la Victoire pour la première fois en juillet. J'étais nerveuse, mais Sophie est allée directement à la fenêtre du jardin et a annoncé son approbation. Et Clément a trouvé le fauteuil d'Henri et s'y est installé pour l'après-midi, ne bougeant que pour manger des biscuits et demander avec une curiosité sincère si la peinture à l'huile au-dessus de la cheminée était une vraie. Elle est bien, t'es bien, a-t-il dit quand j'ai confirmé que c'était le cas. Un grand compliment de la part de Clément. En août, nos visites du samedi étaient devenues une habitude. Sophie aidait au jardin. Clément a emprunté une histoire des ponts de ma bibliothèque et l'a rendue 3 semaines plus tard avec des questions précises sur les calculs de charges en suspension. Il s'intéressait à l'ingénierie comme son père, comme Henri. Certaines choses vont en ligne droite et d'autres reviennent en cercle. J'avais une vie, une vraie pleine de lumière matinale et de bonne terre. Un voisin qui savait cultiver et des petits-enfants qui venaient par choix. J'avais, à 71 ans, construit quelque chose qui me ressemblait entièrement. Les gens me demandent parfois, Delphine me le demande à sa manière, si je regrette quoi que ce soit. Non. Ce que j'ai appris à 71 ans dans une chambre d'amis avec une fenêtre qui donnait sur une clôture est quelque chose que j'aurais peut-être dû apprendre plus tôt. La dignité ne se donne pas. On la préserve. Personne ne vous offre une vie qui vous fait vous sentir vous-même. On la construit ou on ne la construit pas. On prend la décision ou on laisse quelqu'un d'autre la prendre pour vous. J'avais 52 millions d'euros. Mais le choix qui a changé ma vie n'avait rien à voir avec l'argent. Il a été haut.
Il a été fait à une table de dîner le soir où j'ai plié ma serviette, me suis levée et suis partie. L'argent était une porte. M'en aller était la clé. Si quelqu'un dans votre vie vous a fait sentir comme un fardeau, si vous vous êtes aptissé pour tenir dans un espace que vous n'étiez jamais censé occuper, je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas trop vieille et il n'est pas trop tard. Qu'auriez-vous fait assise à cette table? J'adorerais savoir. Laissez-le en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci de m'avoir écouté. Cela a signifié plus que je ne peux le dire.